quelqu'un qui est tout seul avec son ordinateur et qui est en galère, ça m'ennuie de le laisser sur le bord du chemin en disant je fais pas ça. Ouais. Donc ouais, non, même encore aujourd'hui, une boîte qui est toute seule. Alors on va pas les démarcher, on va pas chercher à les signer. Mais si quelqu'un nous contacte et il a un seul PC, on va pas le laisser en galère, quoi. Okay. Et si je suis dans le même bateau que mon client, l'idée c'est que mon client, il faut qu'il soit sûr que mon intérêt c'est qu'il ait le moins de pépins informatiques possible. Et pour ça, il faut que ça me coûte à moi plus qu'à lui quand il m'appelle. Et donc quand je suis en illimité, à chaque fois que le client m'appelle, c'est à moi que ça coûte, c'est pas à lui. Si c'est l'inverse, si je facture au ticket, qu'est-ce qui va convaincre mon client que je laisse pas une petite coquille, un machin, que je passe pas par... c'est comme quand on monte dans un taxi, qu'on sait pas dans quelle ville on est, on sait pas si le taxi nous fait pas faire le tour de la ville avant de nous amener à la rue derrière, quoi. Et puis notre idée, c'est de pas mettre un pansement sur une jambe de bois, c'est de vraiment réparer le problème pour pas que vous nous rappeliez demain ou après-demain pour le même. Donc on va le régler pour le vrai, quoi. Ok, écoute, je te propose qu'on démarre. Ouais. Bienvenue David. Merci. Merci beaucoup. Peut-être pour te chauffer la voix et commencer notre échange, en fait, est-ce que tu pourrais un peu te présenter, raconter ton histoire? Ça a démarré quand? Mon histoire personnelle, elle a démarré il y a longtemps maintenant, donc je vais passer les étapes pour arriver jusqu'à la création de Global SI peut-être. Donc avec mon associé, donc Stéphane Boff, on était salariés tous les deux dans une entreprise qui ne faisait pas de l'informatique, qui avait une trentaine d'agences étalées sur toute la France. Et notre métier en interne, c'était de faire en sorte que toutes les agences soient interconnectées les unes avec les autres, que les données soient safe, que le système informatique soit confortable à utiliser pour les utilisateurs. Enfin voilà, donc on gérait ça. Cette société, elle a fait des choix qui l'ont conduit à fermer. Mais avant qu'elle ferme, on a décidé de monter Global SI. On a pris notre employeur comme premier client. Voilà. Et puis on s'est dit qu'on allait faire ce qu'on faisait pour lui, pour toutes les entreprises qui avaient besoin de ce type de prestations, à savoir conseiller le dirigeant sur les choix techniques et technologiques, faire en sorte que le système informatique soit pérenne et que tous les utilisateurs aient du plaisir à l'utiliser et soient en confiance. Mm-hmm. Donc on a monté Global SI là-dessus. On est resté longtemps à deux pour plusieurs raisons, mais bon, on était pas mal comme ça déjà. On avait une croissance qui était tranquille. Et puis, on a fini par ressentir le besoin d'embaucher parce qu'on faisait beaucoup d'heures. Ouais, ok. Voilà, donc un premier alternant d'abord, puis ensuite un CDI. Puis maintenant, aujourd'hui, on est une équipe de 8 personnes. Voilà, et puis on continue le même métier, c'est-à-dire que notre premier métier, c'est pas la technique, c'est d'abord les gens. Nous, ce qu'on aime, c'est rencontrer nos clients, comprendre leur métier. Je trouve ça passionnant de rencontrer à tout type de métiers, des métiers qu'on ne connaît pas. Et quand on commence à discuter avec les dirigeants, on apprend à connaître ce qu'ils font, quels sont leurs besoins, et je trouve ça top. Et ensuite, d'aller chercher la solution qui va leur aller le mieux. Tu avais déjà entrepris avant? Non, c'était ma première expérience d'entrepreneur. Et pourquoi à deux et pas seul? Pourquoi à deux et pas seul? Parce que c'est une bonne question, ça. Mais non, je pense que tout seul, j'aurais pu entreprendre, mais j'avais croisé la bonne personne en travaillant avec Stéphane chez cet employeur-là. Où j'ai toujours eu, moi, au fond de moi, la certitude que je créerais une entreprise. Ça aurait pu se faire il y a des années avant, mais malheureusement, la personne qui aurait dû être mon associé s'est tuée dans une avalanche. Okay. Et j'ai eu la chance que Stéphane ne fasse pas la même chose. Donc, on est parti ensemble à deux. On était très complémentaires. Moi, à l'époque, j'étais très Windowsien et lui, il était très Linuxien. Ok. Et puis après, sur la partie commerciale, moi, je me sentais à peu près à l'aise et lui, pas du tout. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'administration et moi, je suis pas comme ça. Donc, non, ça allait bien. On se complétait sur pas mal de points. Ça nous a permis de lancer Global SI de manière assez naturelle. Et quand vous avez créé l'entreprise, c'était parce que l'employeur chez qui vous étiez allait un peu se restructurer ou... Alors, c'était une entreprise qui avait, au fur et à mesure de son évolution, fini par avoir un monoclient. Ok. Et on a senti le vent tourner. Effectivement, un jour, ce monoclient a dit qu'il arrêtait de travailler avec l'entreprise en question. Et donc, ça a été assez rapide après. Hein.
l'entreprise a fermé. Et à partir du moment où ils sont devenus monoclients, moi, j'ai quitté l'entreprise et j'ai proposé à Stéphane de monter Global SI. Il a accepté dans la foulée. Ok. Alors, c'est un cas intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on va croiser qui ont justement la même histoire. Les conseils que tu pourrais donner, tu quittes un poste de salarié et puis tu te jettes dans le grand bain, donc il y a, on va dire, plus sécure en termes d'approche. Ce serait quoi quelqu'un qui se dit, bah, tiens, j'ai envie d'entreprendre, tu disais, bah, ça faisait un moment que tu avais envie d'entreprendre. Quel conseil tu donnerais pour que ça se passe bien et qu'est-ce que tu as appris? Mais je crois que finalement, il faut faire le premier pas. C'est le plus dur à faire, c'est-à-dire se dire, allez, je lâche ce que j'ai, je pars sur autre chose. Et ensuite, je ne veux pas dire qu'on apprend sur le tas, mais il faut beaucoup parler. Moi, j'ai énormément eu besoin d'échanger avec d'autres chefs d'entreprise, avec des gens qui avaient des expériences même dans d'autres métiers. Et en fin de compte, au fur et à mesure que les difficultés peuvent arriver, on trouve la ressource, quoi. Soit en discutant, soit en trouvant soi-même, soit on se documente. Mais j'ai jamais été en stress de ce qu'allait devenir Global SI. Du moment où on a posé les statuts jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu peur que ça s'arrête et que je perde tout. Enfin, Il y a quelque chose en particulier qui te donnait cette assurance? Tu savais où tu allais? Tu avais une vision claire? J'avais pas une vision, non, j'avais pas dessiné. Alors il y a beaucoup de gens voilà, qui ont un plan de vie, etc., qui se disent, moi, à 40 ans, j'aurais fini ça, ça. Moi, pas du tout, je marche pas comme ça. Je marche beaucoup au jour le jour. Je marche beaucoup je marche pas mal à l'instant. Oui. Et j'ai un peu de confiance en moi. Et je sais que s'il m'arrive quelque chose, je vais trouver la ressource, quoi. Donc, j'ai jamais été inquiet de plus trouver de ressources, de pas trouver de solution. Mhm. Et puis j'ai aussi confiance dans mon associé. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est beaucoup moins instinctif que moi, qui est beaucoup plus réfléchi, qui va tout peser, le pour, le contre, qui va voir le verre à moitié vide, là où moi je suis toujours optimiste. Et quelque part, c'est très bien comme ça. Encore une fois, on était complémentaires. Là où des fois, peut-être, j'aurais foncé droit dans un mur. Il a su me dire que c'était un mur. Donc voilà, peut-être qu'il y a ça aussi, la confiance dans mon associé. Ok. De savoir que, bon, moi, je peux avoir des idées. Si elles ne sont pas bonnes, on aura une discussion qui va m'ouvrir les yeux. Voilà. J'avais une question par rapport à le fait d'être deux pour lancer une société. Est-ce que tu referais l'expérience? Après, bon, c'est là, tu vas peut-être pas dire le contraire, mais c'est un peu le conseil nous qu'on donne, c'est d'être souvent à deux. Ouais. Est-ce que tu penses que c'était un bon choix? Je trouve que, en tout cas, pour le tout début, ça m'a paru vraiment être un confort d'être à deux. Ouais. Mhm. Parce que quand tu es tout seul, tu peux connaître pas mal d'entrepreneurs qui sont tout seuls. Ils sont tout seuls. Oui. Ça veut dire que tu déconnectes pas. Tu déconnectes jamais. Tu peux pas te prendre une semaine de congé parce que c'est impossible. Quand tu es à deux, ton associé il reste sur le pont et toi tu peux partir un peu plus sereinement. C'est de la sérénité en fait d'être à deux. Il y a un backup, quoi. Il y a un backup. C'est vrai que quand on lance une entreprise, forcément, tout repose sur ses épaules. Donc, d'être à deux, c'est intéressant. Tu parles de complémentarité de profil. Est-ce que ça a été compliqué? Si vous êtes un peu différent, toi, tu es plutôt vers l'extraversion, la relation client. Lui, peut-être plus dans l'introversion, les chiffres. Est-ce que ça a été un challenge de finalement se comprendre en étant différent? La chance qu'on a eue, c'est de travailler pendant 5 ans chez un employeur avant. Donc, la complémentarité, elle s'était mise en place. Le puzzle, il était, je dirais, imbriqué, quoi. Ça marchait. On savait où étaient les points forts de chacun. Donc, non, j'ai pas eu de ce sentiment-là qu'on a eu. Une fois que l'entreprise a été montée, ça a été assez naturellement qu'on a pris nos places chacun. Okay. Donc, vous avez pu tester la collaboration avant et après on vous a êtes... testé avant, pendant un moment. Ça marchait très bien avant et ça a continué. Okay. Et je dirais que non, on a rarement eu des frictions. Voilà, on a des accords, clairement, mais on arrive tous les deux bien à débattre. On est capable d'argumenter aussi bien lui que moi et il n'y a pas
Il n'y en a pas un qui a une position plus forte. On s'entend bien pour ça. Pas de problème. Moi, j'ai une question. C'est tu disais que vous aviez pu tester la collaboration et quelque part que c'était fluide de s'associer, que vous étiez complémentaires. Est-ce que ça arrive quand vous avez des sujets où vous n'êtes pas d'accord et qui a le dernier mot? Il n'y a pas de règle. Ok. Il n'y a pas de règle. Je sais que moi, je suis assez vite séduit par une nouveauté, par une techno, par une entreprise, par n'importe quoi. Enfin, je suis vite séduit et quelque part, je le sais. Donc, quand je suis séduit par quelque chose, j'en parle avec Stéphane. Lui, il est beaucoup plus pragmatique et quelque part, il va me montrer ce que j'ai peut-être pas su voir moi au départ. Et puis, si vraiment je suis convaincu que c'est quand même le bon truc, je vais pousser. Voilà, je dirais que ça se fait jamais. Mais c'est rare qu'on ait vraiment un désaccord. On discute, on a une discussion. À l'issue de la discussion, il y en a un des deux qui est d'accord avec l'autre. En général, c'est rare qu'on ait des. On traîne pas des vieilles casseroles où on se dit s'il m'avait écouté, on aurait fait. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas. Et vous aviez défini des règles de collaboration au départ ou ça a été un peu naturel? Moi, pour mon expérience personnelle, parce que je me suis associé, et j'avais rencontré une consultante qui accompagnait les dirigeants, qui me disait, tu sais, il faut faire un pacte d'associés, il faut définir les règles, il faut définir aussi quand on se quitte, etc. On l'a fait quand même. Ça, vous l'avez fait? Ouais. Okay. Bah oui, parce qu'on s'est toujours dit que pour l'instant, ça va. Qu'est-ce qui va se passer le jour où ça va plus? Voilà, il ne faut pas qu'on se déchire et qu'on fasse les choses comme elles auront été définies au départ. Oui. Donc oui, on a quand même fait les choses comme il faut. On a un pacte d'associés. On a fait ce genre de choses. Ouais. Okay. Mais ça, quelque part, c'est un peu du bon sens, quoi. Parce que c'est facile quand tout va bien. Oui. Voilà. Je touche du bois, pour l'instant, ça va. Oui, là, il y en a beaucoup, là. Ouais, une bonne épaisseur de bois, c'est bien. Ok. Mais j'entends, en fait, dans votre relation, il y a quand même un certain équilibre. Oui. Beaucoup d'engouement, on ramène vers qu'est-ce qui est le plus juste. Ouais, voilà, c'est ça. Ça s'équilibre. Un peu de raison. Et on prend la décision qui est le meilleure pour la société. C'est ça. C'est ça. Ok, intéressant. Donc, vous êtes à deux. Là, vous avez quitté votre employeur. Vous êtes monoclient aussi. Ah oui, à l'époque. Au départ. Au départ, oui. Ah oui, effectivement. Alors oui, effectivement, quand on a monté notre entreprise, on était aussi monoclient, comme notre employeur l'était à l'époque. Mais ça n'a pas duré. Il a fallu faire rentrer. J'avais un petit carnet d'adresses parce que j'étais déjà plus un débutant. Donc, on a trouvé assez vite des premiers clients qui nous ont permis de s'affranchir au fur et à mesure de ce monoclient. Voilà. Et puis, quand il a mis la clé sous la porte en plein, lui, on était déjà capable de suffire et d'en vivre. Et c'est arrivé rapidement dans la première année ou Ouais, c'est vieux, hein, c'était en 2008. Oui, vous avez créé... En 2007. 2007. Fin 2007. Donc, je dirais, on a dû continuer avec ce client-là historique, peut-être un an et demi, peut-être. Pas tellement plus, Le temps d'une liquidation, finalement. Ouais, ok. Et ensuite, on a continué avec des clients qu'on a trouvés à droite à gauche, des anciens collègues qui avaient trouvé notre boîte, qui faisaient appel à nous, enfin, ainsi de suite. Pas mal de bouche à oreille, énormément, en fait, de bouche à oreille. Beaucoup de réseautage aussi. Je suis vite inscrit dans les regroupements de chefs d'entreprise locaux, voilà, sur Givors, GGR, Solène, autour de Brégnier, etc. Du réseautage, des nouvelles connaissances, et puis voilà, un client en amène un autre. Donc là, franchement, on a pratiquement développé notre clientèle par ce biais. Ok. Et toi, ton temps, c'était 100% du commercial ou il y avait quand même de la production de services? Non, c'était très peu de commercial au final. Okay. Très vite, on a été pris par la technique. Ouais. Donc au départ, j'étais beaucoup plus à la technique. Je suis en train de repasser au commercial actuellement parce que on a un petit peu grandi, on est plus nombreux et je pense qu'il faut commencer à alimenter. Le marché est un peu en train de se tendre. Donc il est temps de faire parler un peu de nous et de se faire connaître. Et là, quand tu cherchais des clients au départ, c'était du bouche à oreille quelque part, tu ne maîtrisais pas forcément ce qui t'arrivait. Est-ce que c'était toujours dans votre cible ou il y a des fois où ce n'était pas trop les clients que vous recherchiez? Les clients, à partir du moment où l'entreprise a un besoin informatique et bien exprimé et ça pouvait être notre client, on a travaillé avec des clients. Alors on avait fixé une limite en nombre de postes. On s'était dit que ça serait compliqué de gérer
Total ou SNCF à deux. Donc, on a vraiment ciblé sur le nombre de postes. On a ciblé géographiquement aussi pour rester efficace et proximité. Mais après, je dirais, on n'a pas ciblé sur le type de métier particulièrement. Tu avais une taille minimum ou tu pouvais prendre une personne seule? Ouais, une personne seule. Même ça, moi, je suis un peu affectif, mais quelqu'un qui est tout seul avec son ordinateur et qui est en galère, ça m'ennuie de le laisser sur le bord du chemin en disant bah, je fais pas ça. Ouais. Donc, ouais, non, même encore aujourd'hui, une boîte qui est toute seule. Alors, on va pas les démarcher, on va pas chercher à les signer, mais si quelqu'un nous contacte et il a un seul PC, on va pas le laisser en galère, quoi. Ok. Et vous avez commencé par quel type de service et d'offre? Parce que j'imagine, si on se voit, c'est qu'il y a eu des changements. Ouais, ah bah oui, alors on a toujours été sur de l'offre forfaitaire. Donc notre cœur de métier, ça a toujours été de faire du service. Donc, et on voulait fonctionner avec nos clients comme notre employeur fonctionnait avec nous, c'est-à-dire un salaire fixe, une charge fixe. Voilà. Donc c'était un forfait. Ouais. On vendait un forfait qui était illimité en nombre d'heures. Et donc nous, on savait quel était le nombre d'heures qu'il fallait pas dépasser pour rester rentable. Mais on faisait tout ce qui était possible pour que ce contrat-là soit rentable pour nous. Mmh. Et c'était pour le client, c'était une charge fixe tous les mois, un règlement. Et puis en face, il avait le service, il avait son système qui fonctionnait bien. Et c'était quoi l'idée derrière le forfait? C'était il y avait une logique derrière? Ouais, la logique, c'était en gros, la logique, je crois que c'était de pas parler d'argent finalement. C'était que le client, quand il a un besoin, il se demande pas s'il va devoir payer ou pas. Genre, il y a des entreprises parfois qui ont des trésoreries plus ou moins aisées. Peut-être que si on sait qu'on va avoir un ticket avec derrière un règlement pas prévu sur un problème ou sur... Ça peut freiner l'envie d'appeler, ça peut laisser le client essayer de se débrouiller tout seul, peut-être s'enfoncer dans le problème, l'aggraver. En fait, on voulait pas ça, nous. On voulait que ce soit comme, voilà, j'ai un informaticien dans mon entreprise, dis donc, ça marche pas, tu peux venir voir? Ok. Et nous, on prenait la main, on jetait un œil. Ok. Voilà. C'est comme ça, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide. Le client, il s'énerve pas devant son poste avant de se décider à nous appeler. Il nous appelle, le problème, il est frais. Le client aussi, donc il nous parle pas fort. Donc tout se passe bien. Voilà. Ouais, c'est intéressant dans la façon dont tu parles du forfait. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on a des prestataires qu'on peut rencontrer ils vendent leur temps, d'autres qui vendent des abonnements, et de se dire finalement, vous posez pas la question, c'est déjà compris, et il n'y a pas de notion d'argent, c'est un peu comme c'est ça, tout compris, all inclusive. Quand on est en vacances, quoi. C'est ça. On ne compte pas le nombre de cocktails qu'on a pu boire dans un moment festif. Ouais. Exactement, nous c'est pareil, on ne compte pas les interventions. Okay. C'est l'inclusif de l'informatique. Non, mais c'est vrai, franchement, c'est jamais agréable finalement de parler d'argent, de dire ok, là, je vous rappelle qu'on vient de passer 10 minutes, ça va vous coûter tant. Si on passe encore les 3 quarts d'heure qui suivent, ça... moi, je trouve ça ne me met pas à l'aise. Ouais. J'avais pas envie de travailler comme ça, et du coup... c'est mon entreprise aussi. On est parti sur cette idée, quoi. Donc ça m'intéresse. Donc je vais t'embêter encore là-dessus. Est-ce que comment tu arrives à le vendre, ça? Parce qu'il y a des clients, alors c'est ce qu'on nous raconte, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent payer au temps passé, ils veulent payer que ce qu'ils consomment. Est-ce que c'est facile de vendre cette philosophie-là? Comment tu t'y prends? Alors, pour moi, l'idée, c'est d'être dans le même bateau que mon client. Okay. Et si je suis dans le même bateau que mon client, l'idée, c'est que mon client, il faut qu'il soit sûr que mon intérêt, c'est qu'il ait le moins de pépins informatiques possible, que ça roule le plus facilement possible. Et pour ça, il faut que ça me coûte à moi plus qu'à lui quand il m'appelle. Et donc, quand je suis en illimité, à chaque fois que le client m'appelle, c'est à moi que ça coûte, c'est pas à lui. Si c'est l'inverse, si je le facture au ticket, qu'est-ce qui va faire croire qu'est-ce qui va convaincre mon client que je laisse pas une petite coquille, un machin, que je passe pas par... je veux dire, c'est comme quand on monte dans un taxi, qu'on ne sait pas dans quelle ville on est. On ne sait pas si le taxi ne nous fait pas faire le tour de la ville avant de nous amener à la rue derrière, quoi. Donc, nous, c'est pareil, finalement. L'idée, c'est de dire, on va aller de toute façon au plus court parce que... Et puis, notre idée, c'est de ne pas mettre un pansement sur une jambe de bois. C'est de vraiment réparer le problème pour pas que vous nous rappeliez demain ou après-demain pour le même. Donc, on va le régler pour de vrai, quoi.
C'est dommage que ça ne soit pas enregistré, notre entretien. Ça aurait pu profiter à d'autres personnes. Dommage, ouais. Tu vois, c'est dommage. Hein. Bon, on va le diffuser autour de nous. Est-ce que tu as déjà eu des refus des clients qui disaient non, c'est pas pour moi? Oui. Ouais. Ouais, on a des clients qui nous disent moi, je préfère quand même payer au temps passé. Bon, on a toujours mis, malgré tout, une base qui était un forfait. À ce moment-là, on peut le mettre plus petit et facturer au temps passé, faire des tickets. Mais honnêtement, ça doit être 5% de nos clients qui fonctionnent comme ça. Okay. Très peu, quoi. Est-ce que tu as une volonté de les garder quand même ou te dire au bout d'un moment, je vais être tout le monde en forfait ou ça ne te dérange pas dans la... Ça ne me dérange pas. Quelque part, c'est leur choix. Nous, on a mis en place un outil qui nous permet de savoir s'ils sont en contrat illimité ou pas. Ça ne me dérange pas, c'est tant pis pour eux. Enfin, je pense que la plupart du temps, ça leur coûte finalement un peu plus cher. Mais moi, ça ne me dérange pas, dans le sens où avec ces clients-là, j'ai zéro risque. Je veux dire, s'ils ont un gros problème, eh ben, je vais leur facturer des gros problèmes. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que dans ce que tu dis, finalement, tu étais salarié, tu es passé... ouais, je suis entrepreneur. Ouais. Entrepreneur. Finalement, tu t'es dit, je vais prendre la même logique, faire un forfait, comme ça ne change pas trop le client, et tu as pu le vendre à d'autres. À d'autres clients, ouais. Okay. Donc là, vous avez créé en 2007, 2008, vous avez un peu vous les élargissez la base de clients. Oui. Dans votre offre, qu'est-ce qui a changé? Les nouveautés que vous avez mis au fur et à mesure? Pendant longtemps, on est resté sur ce modèle. Ouais. C'est-à-dire qu'on vendait notre service et de manière à la demande, enfin pas à la demande, enfin ou à notre demande, on a toujours imposé une solution de sauvegarde, on a toujours imposé un antivirus. Mais on n'avait pas pensé à tout intégrer. C'est-à-dire à dire, voilà, il y a un coût pour votre entreprise de l'informatique qui comprend la maintenance, l'antivirus, la sauvegarde. Ça, c'est ce qu'on est en train d'intégrer cette année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis beaucoup plus d'outils dans notre forfait de maintenance. Effectivement, donc tout ce qui est cybersécu, antivirus, EDR, etc., et sauvegarde. C'est tout inclus et à l'issue de ça, notre client il a un coût par utilisateur de son entreprise et un coût pour son entreprise globale, quoi. Ok, donc au départ, tu faisais quoi? Des lignes de service avec une ligne sauvegarde? C'est ça. Ouais. J'avais 3-4 factures pour le même client, quoi. S'il avait 3-4 produits, je pouvais lui facturer donc d'une part l'année de maintenance. Et puis, un mois après, c'était l'échéance de l'antivirus. Je lui disais, il faut renouveler l'antivirus. Voilà, on refacturait l'antivirus. Là, cette fois-ci, on a tout dans le même contrat. Donc là, on a commencé depuis janvier sur cette formule. Okay. Et qu'est-ce qui a motivé le fait que tu changes? Ce qui a motivé ça, c'est qu'on a pu trouver des offres MSP, c'est-à-dire que des offres sur lesquelles on n'est pas engagé forcément un an, des offres sur lesquelles on peut moduler. Ouais, c'est mieux moduler que... On peut moduler le nombre d'utilisateurs, sur lesquels on a plus de souplesse. Et puis, ça a été une grosse réflexion de savoir comment on allait pouvoir intégrer, nos produits dans une offre de maintenance, dans une offre de service globale. Ça nous a demandé beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, beaucoup de remise en question. Donc, on a mis du temps. Et je pense qu'un des éléments qui nous a... Moi, je pense que les premières vidéos que j'ai vues qui m'ont décidé à faire ça, c'était celle de Thomas. Monsieur avec des lunettes un peu bizarres, là. Qui expliquait très bien ce qu'on pouvait faire en MSP. Et je me suis dit, mais en fait, je crois que c'est la suite. Et donc là, tu testes ça et comment c'est accueilli par les... Tu proposes ça à tes clients existants ou c'est que des nouveaux clients? J'ai converti quelques clients que j'avais déjà en MSP, mais... la plupart de mes clients, pour l'instant, je les garde sur la formule que j'avais jusqu'à maintenant. Certains clients sont signés depuis 15 ans, voire plus. Okay. Ouais. Donc, c'est un changement que je vais amener doucement. J'ai envie de me créer une deuxième clientèle MSP à partir de maintenant, de conserver mes clients sur le mode que j'avais actuellement. Et puis, une fois que je serai bien rodé, que tout, je dirais en fait tout est rodé, mais... le service est rodé, ça ne révolutionne pas en fait, mais c'est d'amener au fur et à mesure, au fil de l'eau, mes clients à passer sur les nouvelles formules qui, je pense, elles seront aussi intéressantes pour eux parce que ça donne une vision aux clients qui est beaucoup plus facile à lire. On a une facture, on sait exactement combien nous coûte l'informatique à la fin de l'année, quoi.
Ouais, donc tu attends d'être un peu en vitesse de Oui, croisière voilà, c'est avant ça. de Ouais, répliquer ça. je lance le produit. Pour l'instant, vraiment, je me considère en phase de lancement MSP. Ok. Mais on y va sûrement, c'est une évidence, quoi. Et avoir des clients qui ont 15 ans d'ancienneté, c'est quoi tes engagements? T'es sans engagement, 1 an, 3 ans, 5 En ans fait, dans tes contrats? ça m'est arrivé de signer des clients avec un engagement de 3 ans. Et puis qu'on se rendait compte que la façon de travailler qu'on avait et ce qu'ils attendaient, c'était pas compatible. C'est pas arrivé souvent, mais ça a pu arriver. Et dans ce cas-là, on a discuté calmement avec le client et on a arrêté au bout de quelques mois en s'arrangeant pour que financièrement tout le monde s'y retrouve. Mais voilà, il faut pas travailler, il faut pas tenir les clients par un engagement, quoi. Oui. Donc quelque part, moi, cette notion d'engagement, c'est toujours quelque chose c'est quelque chose que j'ai jamais aimé, de dire on tient le client parce qu'il y a un contrat qui dit que Ouais. ça doit s'arrêter telle date, tel jour, à telle heure. J'ai jamais aimé ça. Si on n'est pas en confiance, si on sent que le client il est méfiant, qu'on n'a pas réussi à gagner sa confiance, ben je préfère que on discute. Et puis si on voit qu'il n'y a pas de moyen de trouver une solution, ça peut. Il peut y avoir des problèmes humains, il peut y avoir des... Voilà. Donc là, il ne faut pas se forcer. Enfin, je sais que tout le monde peut trouver chaussure à son pied. Si c'est pas avec Global SI, j'espère qu'ils trouveront avec d'autres. Voilà. Mais après, nous, on a des clients qui sont depuis 15 ans avec nous. C'est pas un engagement de force. C'est pas parce qu'ils sont engagés sur 15 ans. C'est parce qu'ils sont bien. Voilà. Chaque année, ils peuvent reconduire les contrats. Ils les reconduisent. S'ils veulent l'arrêter, voilà, on a des clients qui, malheureusement, là, cette dernière année, on a eu des clients qui ont eu des difficultés financières. On a allégé, on a arrêté certaines prestations, voilà, pour pas les précipiter. Et, voilà, on le fait en discussion. Je discutais avec un de nos clients parisiens qui disait parfois certaines activités elles ont été touchées par la pandémie. Et donc dire voilà, je vais te fournir quand même un service minimum pour ne pas mettre en risque trop ton activité. On remontera quand ce sera le bon moment. Voilà, nous c'est ça. On a laissé en place tout ce qui était cybersécu, par exemple, tout ce qui était anti-spam, antivirus, EDR, etc. On laisse en place. Et puis on repasse, on enlève la maintenance illimitée, on repasse sur des tickets. Et puis voilà, je pense qu'on est même assez tolérant là-dessus. Comment ils réagissent les clients à ça? C'est plutôt bien. Ouais. C'est même carrément bien vu. Ouais. J'ai l'impression que ça solidifie. Ça renforce complètement le. Ouais. Moi, j'ai des clients qui m'ont dit de toute façon, même si je peux pas vous payer, si l'entreprise peut plus vous payer, je vous paierai à titre perso. Et quand on entend ça de la part d'un chef d'entreprise, on se dit en fait, on a gagné sa confiance, mais à 1000%. Voilà. Parce qu'ils me disent vous m'avez jamais laissé tomber. Des fois, j'ai eu des retards de paiement aussi, on a accepté ça. Hein. Des clients qui nous appellent en disant moi aussi je peux pas. On a eu des fois plusieurs mois de retard. Après, on a fait confiance aux clients. Et franchement, on a rarement été déçus quand ils peuvent se mettre à jour et se mettre à jour. Puis parfois, on perd parce que le client, il finit mal. Mais bon, ça, c'est le jeu après. Moi, j'entends beaucoup de bienveillance, d'écoute, d'aller vers le client, ce qui lui convient le mieux. Vous avez fait de l'acquisition un peu naturelle par du bouche à oreille. Ouais. C'est quoi votre stratégie d'aller chercher de nouveaux clients? Est-ce que vous mettez ça en valeur ou d'autres choses? Est-ce que vous avez pensé à comment faire l'acquisition de nouveaux clients sur ces nouvelles offres? Je dirais que oui et non. Quand je rencontre un nouveau client, je vais avoir cette discussion où j'explique comment on fonctionne, qu'on est d'abord basé sur l'humain, parce que finalement, notre métier, c'est l'humain. On croise des entrepreneurs qui sont des fois en panique parce que leur informaticien ne leur répond plus, parce qu'ils ont pris une attaque après une attaque de virus ou après des pertes de fichiers. Voilà. Et nous, ce qu'on leur explique, c'est que ça n'arrivera pas. C'est qu'on va d'abord gérer l'humain. Ce qui nous intéresse, c'est que le client soit bien. À partir du moment où il est bien, il aura envie de continuer à travailler avec nous. Derrière, après, la technique, c'est notre métier. Enfin, c'est que de la technique, quelque part. Le plus dur à gérer, c'est l'humain, c'est le stress qu'il peut y avoir dans certains métiers autour de l'informatique, parce que ça devient complexe. C'est complexe, l'informatique. Donc, j'ai perdu le fil après de ta question. Mais c'est intéressant ce que tu dis quelque part. Toi, tu viens de la technique, on est d'accord? Plutôt Windows, ton associé plutôt Linux. Oui. Donc, c'est ça. Ouais. Si on ne connaît pas la technique, on connaît peut-être Windows, mais pas plus. Et j'ai l'impression quand même que tu mets en perspective ce que fait le client, ses enjeux business, et pas du tout le noyer dans la technique. En fait. Ah oui, clairement. Ouais. Moi, je suis beaucoup plus intéressé par les gens que
Ouais, moi, les métiers m'intéressent. Les entreprises, j'adore. Enfin, je sais pas, visiter une cimenterie, puis le lendemain être dans autre chose complètement, un promoteur. Enfin, voilà, de voir différents types de métiers. Et je trouve ça super intéressant. De discuter avec les collaborateurs, de voir de quoi ils ont besoin, comment ça marche, qu'est-ce qu'ils font. C'est enrichissant quand même. Hein. Et les clients que toi tu adresses, ils ressemblent à quoi? Est-ce que c'est des clients qui n'ont pas de compétences IT internes ou parfois un correspondant technique? Ouais, j'aime bien avoir un correspondant technique. Ouais. Ouais, on aime bien ça, nous, avoir un correspondant technique. Parce que des fois, il y a des problématiques qui peuvent se passer à distance sur lesquelles on n'a plus la main. D'avoir un correspondant technique, quelqu'un qui sait ce que c'est qu'un routeur ou un switch, à qui on peut demander si c'est toujours allumé, c'est bien. Et puis après, de discuter avec un correspondant technique, c'est aussi bien, parce qu'on est quelque part, ça va conforter une décision. Si l'utilisateur, si l'informaticien ou le référent technique du client est d'accord pour une solution, c'est que quelque part, c'est feu vert, quoi, c'est validé. On est sûr. Dans une entreprise où il n'y a pas de référent technique, c'est plus compliqué, parce qu'il y aura peut-être plus de méfiance, finalement. Syndrome du garagiste. Ouais, c'est ça, voilà. Est-ce qu'il essaye pas de m'en mettre plein, voilà. Bon, je dirais que ça va marcher les premiers temps. Enfin, cette petite méfiance-là, il faut arriver à passer outre. Et bon, ça se fait pas du jour au lendemain non plus. Enfin, pour entrer dans la confiance, il faut avoir montré qu'on en était digne. Voilà. Ok. Et du coup, si tu as des clients qui ont un responsable technique interne, est-ce que tu te retrouves parfois dans la situation où vous vous mettez en concurrence? Ah non, mais moi je fais déjà des choses, ou vous arrivez à trouver la juste place? Ouais, au tout début, on met ça en place. On définit le périmètre. On se dit, voilà, qui fait quoi, voilà, quand est-ce qu'on est appelé. Et généralement, ce qu'on va définir, c'est que c'est lui qui fait appel à nous, sur des problématiques plus générales. Nous, on peut être là, par exemple, sur du support utilisateur. S'il veut être libre, lui, de faire d'autres choses, il peut nous mettre le support utilisateur et puis nous appeler quand il a besoin d'une réflexion sur un projet. Parce que voilà, lui aussi, il peut avoir besoin d'être rassuré s'il est tout seul, de dire, tiens, la solution à laquelle j'ai pensé, est-ce que c'est la bonne? J'en parle avec Global SI. Puis voilà, nous, on est plus nombreux à réfléchir technique. Donc ça, vous le mettez d'équerre comme ça? Oui, au début, il faut au début, on définit des périmètres. Ok. Voilà. Après, c'est pas taillé c'est pas gravé dans le marbre. C'est-à-dire que si jamais à un moment donné il y a un besoin, il y a quelque chose, on va en discuter. On peut être, voilà, il faut être souple en fait. On a la chance d'être pas une multinationale, donc de rester souple et de rester à l'écoute. Et c'est quand même bien. Pour rebondir sur tes offres, du coup, vous avez commencé tout de suite sur du forfait, et puis sont venus les enjeux de cybersécurité. Tu parles d'EDR, etc. Avant 2007, 2008, ça n'existait pas. On mettait un antivirus, mais voilà. Comment ça s'est passé, le fait de vendre des services, des ingrédients, de compléter ton offre pour faire de la vente additionnelle? Est-ce qu'il y a eu des... Oui, la première fois, ça c'est vrai que c'est un truc où on s'est dit, voilà, là on va envoyer un mail à tous nos clients pour leur dire que... parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on met en place un RMM, ce RMM il a un coût par poste, et donc on va pas pouvoir nous le porter complètement. C'est aussi un outil qu'on rajoute qui est au bénéfice de nos clients. Donc on a expliqué ça, on a fait un mail qu'on a tourné 100 fois avant d'envoyer, voilà, en expliquant qu'il y aurait une augmentation par poste. Elle était modérée, on a pris une bonne partie du coup sur nous aussi. Mais voilà, l'idée, c'était de dire à nos clients, on va pouvoir automatiser plein de choses, vos systèmes informatiques seront beaucoup plus à jour dorénavant. On sera encore plus proactif que ce qu'on a pu l'être. Donc voilà, et ça s'est très bien passé. On a perdu 0 client avec ça. On a pu augmenter nos tarifs on avait très peur avant d'envoyer ce mail qu'on a tourné 100 fois et on a été presque surpris, déçus. On ne s'est pas battu. Ah merde. Zut. Non, ça s'est très bien passé. Sûr que vous ne pas me fâcher un peu. Mais franchement, c'est quelque chose on avait du mal, nous, par exemple, à réévaluer nos prix juste pour suivre l'inflation, quoi.
Oui. Et donc là, on s'est dit, on a du mal à augmenter de 20 centimes. Et là, on va mettre d'un seul coup 2,50 € par poste. Enfin, voilà, ça va grincer quoi, sur les gros clients. C'est passé très bien. Et ça, vous l'avez fait qu'une fois ou vous avez prévu de le refaire Eh bien, on l'a fait déjà une fois. Et on va devoir le refaire puisqu'on va rentrer dans d'autres outils pour lesquels on est en discussion aussi avec vous. Hein. On va rentrer d'autres outils au service de nos clients pour mieux les sensibiliser, notamment, par exemple. Évidemment, ça aura un coût, mais voilà, je pense que nos clients, maintenant, ils savent aussi pourquoi. Il y a un gros travail d'évangélisation qui a été fait, je pense, par beaucoup de boîtes d'informatique euh, sur les risques. Sur les risques aujourd'hui pour les entreprises. Et on a une oreille beaucoup plus attentive. Je veux dire, il y a quelques années, enfin, j'ai envie de dire il y a 10 ans, j'étais obligé d'argumenter pour mettre en place un antivirus d'entreprise. Les clients, ils avaient Avast gratuit, ça leur allait très bien, c'était content. Bah oui. Et il fallait se bagarrer pour leur dire, mais non, ce qu'il vous faut, c'est un antivirus managé sur lequel je puisse voir s'il y a une attaque, etc., pour agir plus vite, etc. Aujourd'hui, il y a plus la question ne se pose pas. Il y a notre client, il faut un antivirus, il dit, ah bon, ok. On lui dit, il faut un EDR, et c'est pas ce que c'est, on va lui expliquer vite fait. Ah oui. Quelque part, la cybersécu, j'ai envie de dire, il y a des menaces qui ont été agitées et ça fait un petit peu peur. Aujourd'hui, c'est une des peurs que rencontre le chef d'entreprise, en tout cas. Je me rappelle, il y a très longtemps, je vendais des accès Internet et des boîtes mail. Et à l'époque, il n'y avait pas encore ces réseaux-là, donc les gens me rigolaient à la figure. Mais moi, et il n'y a encore pas si longtemps que ça, j'ai dû expliquer à des clients qu'il fallait qu'ils arrêtent absolument leur messagerie Gmail. Voilà. Et puis, j'ai eu des clients un peu réfractaires à ce changement-là et qui se sont fait extorquer de l'argent. Depuis, ils ont arrêté. Mais voilà, on ne peut pas protéger ça. Donc, ça devient de plus en plus difficile. Il faut de plus en plus à se conformer à des prescripteurs comme les sociétés d'informatique ou les MSP qui ne sont pas là pour l'appât du gain, mais qui sont là aussi pour freiner les cyberattaques et freiner la piraterie. En général, on est là, quoi. C'est notre mission. Dans l'acte de vente, tu parles à des gens qui ne connaissent pas forcément l'informatique. Ouais. Comment tu fais pour... ça a été compliqué, tu viens de la technique, pour un peu vulgariser et pas rentrer dans trop de termes. Comment tu... Non. Non, franchement... C'est quoi ta technique? Est-ce que tu as des... J'ai beaucoup de gens qui me disent « Ouais, nous, les informaticiens, ils parlent tous chinois, etc. » Ça m'amuse. Au début de l'entretien, je leur dis « Écoutez, on va discuter, puis à la fin, vous me direz s'il y avait trop de chinois, vous me coupez, quoi. » Et non, en fait, non. C'est facile de vulgariser. On peut prendre des analogies avec des choses du quotidien. On peut faire des analogies, mais aujourd'hui, je pense que le chef en général, un chef d'entreprise, il s'est déjà posé la question. Aujourd'hui, il n'y a plus de chef d'entreprise avec un calepin, un stylo, qui fait ses factures à la main, etc. Tout le monde s'est demandé, à un moment donné, qu'est-ce qu'il me faut, voilà. Où est-ce que je mets mes données Puis après, nous, quand on arrive, on leur pose des questions. On leur dit, voilà, si jamais votre ordinateur, vous le faites voler, ou s'il y a un incendie dans vos locaux, on les aide à se projeter, en fait, sur les risques. Sur les risques ou sur les opportunités aussi qu'il peut y avoir, à utiliser un outil qui sera plus performant, etc. Donc non, bon, franchement, on n'a pas besoin de parler avec des mots compliqués. D'ailleurs, je crois que depuis notre entretien, là, on n'a pas dit un mot compliqué. On a dit Linux, Windows. On a dit, voilà, Linux, ça c'est un peu un gros mot. Mais, mais c'est vrai que ça reste facile finalement. On n'est pas obligé de dire des mots compliqués. Et là, c'est quoi tes projections? Donc là, Global SI, maintenant c'est 8 personnes. C'est 8 personnes. Je pense j'aimerais pouvoir rester 8 longtemps. Pour, je dirais, optimiser encore nos outils, être encore plus efficace, que chaque technicien ait vraiment des outils de pointe pour suivre nos clients, que nos clients soient vraiment formés et avec un outil le plus efficace possible, qui demande le moins d'entretien, le moins de réparation, le moins de possible, voilà, qui soit facile. Et voilà, l'idée, ça sera ça. Ça va être de vraiment renforcer, stabiliser, voilà. Et puis après, de reprendre la croissance en termes de membres techniques dans l'équipe.
Mais j'ai vraiment besoin là aujourd'hui de mettre en place des outils pour être très fort. Voilà. Et toujours rechercher des nouveaux clients? Oui, bien sûr. Pas bien se sûr. stabiliser, ok. Non, ouais. Chercher de nouveaux clients. De toute façon, aujourd'hui, une entreprise qui ne trouve pas de nouveaux clients, je veux dire, par la force des choses, elle va finir par ne plus avoir de clients parce qu'il y a des rachats. Moi, j'ai eu de tout en 15 ans, qu'est-ce que je dis, en 17 ans, presque 18. J'ai vu des clients être rachetés par une boîte qui avait déjà son informatique. J'ai vu des clients déposer le bilan. J'ai vu toutes sortes. Il y a 1000 façons de perdre un client sans que les choses se passent mal avec le client. Et j'ai des clients, moi, qui ont été rachetés, qui nous disent on ne va plus pouvoir travailler avec vous. Les collaborateurs qui nous envoyaient des mails en disant on est dégoûtés. Voilà, voilà, les choses, elles se passent. Les entreprises, elles vivent, elles meurent. Et si on ne va pas chercher des nouveaux-nés, quelque part, des nouvelles entreprises, des nouveaux clients, etc., ailleurs, ouais, on finit par plus en avoir, je pense. Ouais. Donc, il faut aller toujours chercher des clients. Aujourd'hui, effectivement, ouais, je veux un petit peu accentuer la recherche de nouveaux clients. Okay. Parce que aussi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai un produit qui est fort, j'ai une équipe qui est forte, j'ai des gars qui sont... Enfin, on a vraiment une super équipe, des gars sur qui je peux m'appuyer. J'ai pas peur quand ils parlent à mes clients. Je sais que mes clients seront bien accueillis. J'ai des retours positifs de la part de mes clients sur pratiquement tous les jours et sur n'importe qui de l'entreprise. Et donc, du coup, ça, oui, ça encourage à aller chercher de nouveaux clients parce que je suis serein, quoi. Je mens pas quand je dis qu'on est bon. Je parle pas de moi, je parle de l'équipe, quoi. Et tu investis dans la culture d'entreprise? On sent que l'humain est important. Ah oui, oui, pareil, c'est important, l'humain à l'extérieur et à l'intérieur de l'entreprise. Ouais, donc, on se voit régulièrement en dehors de l'entreprise pour un resto, pour un jeu, ouais, on essaye. Okay. C'est important, ouais. Je pense qu'on peut bien travailler que quand on est bien à l'endroit où on va travailler. Ouais. J'ai une anecdote qui me vient, c'est un MSP qui, quand il rachetait d'autres MSP, et il changeait les fauteuils des personnes qui étaient au support, parce qu'il disait, si moi je ne m'occupe pas bien de ces gens-là, comment je peux leur demander de bien s'occuper de mes clients? C'était important qu'ils soient... Tu as raison. Ouais. Nous, on est tous pareils, on a tous des très bons fauteuils. on a tous un beau poste de travail avec de grands écrans, deux écrans 32 pouces, voilà, un truc qui fait envie à un technicien de venir s'installer là en disant c'est super, j'ai un poste de pilotage. Et du coup, j'ai une question un peu importante à te poser, mais pourquoi l'ornithorynque, David? Bonne question, on ne me l'avait jamais posée. Est-ce que tu as une réponse ou c'était comme ça? Ouais, non, oui, j'ai une réponse. Mais, la mascotte alors? Alors, la mascotte, c'est encore autre chose, mais au départ, le logo de l'ornithorynque, je voulais un logo. Comme j'ai dit au début, on était un peu Linux, on était un peu mixte Linux Windows, et les logos dans le monde Linux, c'est souvent des animaux. Oui. Donc, on s'est dit, on va prendre un animal. Puis j'en ai parlé à un ami qui est graphiste, et puis qui est un copain avec qui on se chahute un peu. Donc il m'a dit, je t'ai trouvé un truc qui te ressemble bien, un ornithorynque. Et sur le coup, il m'a montré ce logo et j'ai trouvé marrant, je trouvais qu'il était sympa. On se dit, donc je l'ai montré à mon associé, à Stéphane, qui l'a trouvé bien aussi. Et on l'a adopté. L'ornithorynque, il a des particularités. Déjà, il ressemble à personne. Il est vraiment particulier. Et c'est un animal qui a la particularité d'être à l'aise, très, très véloce dans l'eau, sous l'eau. Il nage très, très bien. Il est aussi très véloce sur Terre. Et en fait, on a trouvé cette analogie en disant, nous, on est comme l'ornithorynque. On est aussi à l'aise en sous-marin, quelque part, dans votre SI, dans votre dans la technologie, dans votre système. Et on est aussi à l'aise avec vous. Ah ouais, bien sûr. Au-dessus de l'eau, pour discuter avec l'humain, savoir les besoins, savoir... Voilà. On est à l'aise dans les deux secteurs. Voilà, on a trouvé cette analogie-là, et puis on a gardé l'ornithorynque. Puis plus récemment, on l'a mascotisé, je ne sais pas si ça se dit, mais on lui a donné un peu vie, on le voit pointer du doigt, avoir les bras croisés. Et ça, j'ai la chance que ma fille fasse des études dans le dessin. Donc elle me l'a restylisé. Elle nous en a fait quelques versions qu'on distille sur nos réseaux sociaux. Merci David, une belle histoire d'un entrepreneur, de valeurs humaines. On sent vraiment un fil conducteur dans tout ce que vous faites. Donc, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci pour l'invitation, c'était vraiment un vrai plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Salut, David. Merci.